Vous êtes en train de vous dessiner. Ah oui, d'accord. Allez, expliquez ce que vous faites. C'est la bille. Ça, c'est l'axe de rotation. Ouais, avec du coup là on aurait ER et Eθ. D'accord. Enfin, du coup l'axe polaire. Ouais. Du coup, après, on a pour la première question, c'était juste le moment cinétique. Donc on fait ON égale MV. Vectoriel. Vectoriel. Ouais, vectoriel, pardon. Et du coup, sachant qu'ils sont perpendiculaires, on peut utiliser directement la vitesse. Ok. Donc on trouve une expression qui est donc sigma égale à L0 MV0. Du coup, après, avec personne Z. Je vais vous l'écrire en bas, d'accord? Vous l'écrivez pas, c'est moi qui l'écris. Okay. Donc là, il y avait le point O. La vitesse, elle est comme ça. Donc ça, c'était VO. Le point M, il est là. Donc, première question, le moment cinétique. Il vaut OM, vectoriel M, V, 0. Ça fait L0, M, V0, selon EZ. Ok? Ça, c'est la question 1. Ok, deuxième question. On va se mettre là. La deuxième question, du coup, il y avait une réduction du fil. Ouais. Donc, on a cherché à montrer que le moment cinétique, il restait le sigma, quoi, il restait constant. Ouais. Donc pour ça, on sert du moment de la tension du fil. D'accord. Alors, je vais juste rajouter un petit peu votre dessin. Je vais juste compléter votre dessin. Donc, le fil, il est comme ça. Le point, il est en train de tourner. On part d'un grand cercle et puis on se ramène à un petit cercle, comme ça. Donc, pour ça, on exerce une tension. Par exemple, ici, on exerce une tension en tirant sur le fil, comme ça. Et ici, on va tirer sur le fil, comme ça. Ok? Donc, on tire toujours sur le fil et ça passe tout par le centre ici. Si Hugo, on oriente θ. θ, il est orienté dans ce sens-là. Donc du coup, allez-y, reprenez. Du coup, comme c'est sur l'axe, on a un bras de levier nul. Ouais. Et on peut dire que le moment est égal à 0. C'est ça. Et donc si le moment est vaut 0... du coup, on a une conservation de sigma, puisque c'est la dérivée. Donc on fait le théorème du moment cinétique. Voilà, le théorème du moment cinétique. D'accord. Et on dit que la variation de sigma par rapport au temps, ça vaut le vecteur nul. Ok. Et une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on obtient? Du coup, on a sigma 0, enfin le sigma qu'on a calculé avant, égal au sigma 1, ça c'est une constante. Ouais. Et tout ce qu'on cherchait, c'était la vitesse. Donc on isole la vitesse pour la calculer. Et ça donne quoi comme expression? Je ne l'ai pas écrit. C'est sigma 0 sur... Alors on peut l'écrire soit sigma 0 sur L1M, soit sinon on explicite sigma 0, et du coup on récupère du L0 sur L1 fois V0. D'accord? Et ça doit faire 2V0. Mince.
Ça y est, j'ai fait un truc qu'il fallait pas faire. Ça fait 2V0. Ok? Question d'après. On n'a pas du tout fait. De l'énergie cinétique? Ouais. Alors, on va la faire ensemble. Donc, du coup, je vais tout effacer. Hop. Donc, question d'après, on vous demande de comparer l'énergie cinétique finale à l'énergie cinétique initiale. Donc, voilà, il suffit d'écrire l'énergie cinétique, en fait. Donc, votre énergie cinétique finale, c'est 1 demi de m, vitesse finale, au carré. Donc, ça fait 1 demi de m fois la vitesse finale, on a dit que c'était 2v0, si je me rappelle bien. 2v0 au carré. D'accord? L'énergie cinétique initiale, c'est 1 demi de m vitesse initiale au carré. Ok? Donc ça fait 1 demi de m v0 au carré. Et si on fait la variation entre les deux, bah c'est le final moins l'initial. Énergie cinétique finale moins énergie cinétique initiale, il va vous rester 1 demi de mv0 carré en facteur. Il fait rester un coefficient 3 devant. D'accord? Donc ça, c'est différent de 0. Pourquoi c'est différent de 0? Si vous avez une variation d'énergie cinétique, c'est qu'il y a forcément un travail extérieur. D'accord? Et le travail ici, c'est quoi? C'est la tension qui travaille. C'est pour ça que vous avez une variation d'énergie cinétique non nulle. D'accord? C'était tout pour l'exercice 1, si je me rappelle bien. Exercice 2. On n'a pas fait du tout non plus, genre on n'a pas avancé. Vous n'avez pas réussi à isoler G? Alors exercice 2, je le corrigerai, enfin je vous le corrigerai à la fin de la séance dans ce cas-là. D'accord? Du coup, on va passer à l'exercice 3. C'était le deuxième groupe qui me faisait l'exercice 3. C'est qui le script de l'exercice 3? C'était qui mon présentateur de l'exercice 3? Eh ben allez, c'est parti Noah, allez-y. Vous pouvez ouvrir votre micro. Bonjour. Comment est-ce que je peux présenter un document là? Alors en bas, vous voyez, il y a partager du contenu. En bas à droite. Je sais pas ça. Tout en bas à droite, Ah, si, okay. Voilà, à côté du chat. Partager du contenu. Vous cliquez dessus et normalement vous devez voir comment ça s'appelle, partager des fichiers. Non, mais je suis pas en présentateur, je crois. Ah, faut que je vous remette en présentateur. Attendez, je vais le faire tout de suite. Tac. Parce que si vous n'êtes pas présentateur, ça marche pas. Mince, pourquoi ça marche pas? Ah si, c'est bon. Ok, normalement là, ça devrait être bon. Oui. Eh ben allez-y, du coup, là. Je vous affiche juste ça. Je fais glisser mon fichier, j'arrive. Ok. Alors, il n'y a pas une super qualité, mais bon, on a commencé. Donc, nous, c'était la masse au bout de la barre, dans le référentiel terrestre galiléen. On avait un poids qui s'exerçait et un couple qui était juste avant que vous commenciez, je vais juste moi remettre l'énoncé parce que sinon ça va peut-être être un peu technique pour ceux qui n'ont pas l'énoncé. Je vais juste remontrer l'énoncé, d'accord? Vous attendez juste une minute. Oui. Et je vous remets ça. Tac. Du coup, ça va peut-être vous virer votre image, il faudra que vous la remettiez juste après. Donc là, on est sur cet exercice-là. On est donc exercice 3. Ce qu'il faut regarder, c'est la petite figure qui est en bas, là. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'espèce de tortillon qui est dessiné autour du point O, ça s'appelle un ressort spiral. Le but du ressort spiral, c'est d'aligner la petite masse vers le haut.
D'accord? Donc la petite masse, elle est au bout de la tige. La tige, elle est de masse négligeable. Le ressort spiral, il amène vers le haut et le poids, il va faire tomber l'ensemble vers le bas. Et du coup, Noah, allez-y, remettez votre fichier à vous, si vous pouvez. Voilà. Hop. Allez-y, du coup, reprenez. Donc on a calculé, donc le premier moment, c'était celui qui a été exercé par l'élastique, il était donné, c'est moins θ sur Z. Ouais. Et on a calculé le moment du poids, qui est positif sur Z. Ouais. Donc l'axe s'enfonce dans la feuille. Ensuite, on a appliqué le théorème du moment cinétique. Donc la dérivée du moment cinétique est égale à la somme des deux moments. D'accord. Et on a mis ça sous forme plus ou moins canonique en dessous, donc dernière ligne avec l'approximation des petits angles. On supprime le sinus. Ouais. Et ensuite, on n'a pas pris le screen du deuxième écran, mais ce qu'on voulait faire, c'était prendre comme vous nous l'avez dit, un petit dθ. Donc partir de θ égale 0 et la petite variation de θ autour de l'axe vertical. Ouais. Et comparer quel moment, enfin quelle norme du moment était supérieure à laquelle pour voir si l'équilibre était stable ou pas. D'accord. Alors ça, je vais peut-être repartir d'un écran blanc, puis on va le faire ensemble. Ouais. Du coup, attendez, on remet un écran blanc. Hop. Donc là, la deuxième question, c'était dans quel cas est-ce que l'équilibre est stable? Donc l'équation différentielle que vous avez obtenue, elle est de cette forme-là. Plus 1 terme fois θ égale 0. D'accord? Là, normalement, là, vous devez reconnaître quasiment un oscillateur harmonique. Sauf que ce terme-là, dans un oscillateur harmonique, ça devait être positif. Donc ce qu'on va montrer, c'est que si ce terme-là est positif, alors l'équilibre est stable. Donc pour ça, l'idée, c'est vous partez de la position d'équilibre, qui était ici. Donc ça, c'est l'équilibre. Et vous dites, ok, je m'écarte un petit peu de la position d'équilibre d'un angle dθ. Comme ça. Et je m'écarte de cette position. Et vous regardez les deux moments. Donc il y a un moment qui fait tomber dans ce sens-là. Donc c'est le moment du poids. Qui vaut mg fois le bras de levier sin θ. Pardon, ça c'est un θ. On est dans l'approximation des petits angles. Donc ça c'est quasiment mg L sur 2 fois delta θ. Delta θ. Ok. Et deuxième moment, celui qui vous ramène à la position d'équilibre, qui est comme ça, qui vaut toujours moins c θ. Donc moins c delta θ. L'équilibre, il est stable si ce terme-là domine ce terme-là. Ça veut dire si le moment qui est le plus fort, c'est le moment qui vous ramène à la position d'équilibre. Donc la condition de stabilité, c'est il faut que C... Pourquoi il y a 1 sur 2? Parce que... non, pardon, il n'y a pas de sur 2. Autant pour moi, j'étais pas dans le bon exercice. Il n'y a pas de sur 2. Je vais le barrer. Bien vu. Là, il n'y a rien. Donc la condition, c'est il faut que C delta θ, il soit supérieur à mg L delta θ. Delta θ. Si vous donne C supérieur à mg L. D'accord? Et si vous regardez cette condition, que vous la remettez ici, vous allez montrer que justement ce terme-là, il est bien positif. Et du coup, vous allez obtenir la forme canonique θ point point plus oméga 0 carré θ égale 0. Avec oméga 0 au carré qui vaut C moins mgl sur le moment d'inertie de votre tige qui vaut ml carré. Ok? Du coup, Noah, allez-y, reprenez si vous aviez fait la suite après. Après, on n'a pas eu le temps de faire la suite, non. Alors après la suite, c'était juste de comparer les périodes. Et en fait, le but de ce dispositif, c'est de faire une mesure de période. Donc l'idée, c'est votre mesure de période, elle va être d'autant meilleure que finalement, vous avez du temps pour la faire. Donc quand vous avez un pendule simple, je vais effacer, je vais recommencer. Donc le pendule simple. Non Léo, c'est pas positif parce que c'est un carré, c'est positif parce que c'est stable. Et du coup, je le mets sous la forme oméga 0 carré. Sinon, je pourrais pas le mettre sous la forme oméga 0 carré. Ok? Alors, si je compare les deux pendules, le pendule simple, celui qu'on a déjà étudié plein de fois, c'est ce truc-là. La masse, elle est au bout de la corde, comme ça. La pulsation propre de ce truc-là, c'est
racine de G sur L. Où L, c'est cette longueur-là. D'accord? La période, c'est 2pi racine de L sur G. Si vous voulez améliorer la précision de ce truc-là, il faut augmenter ça. C'est d'autant plus précis que ce truc-là est grand. Et le seul paramètre que vous pouvez contrôler, bah, c'est ce truc-là. C'est-à-dire votre pendule, il va être d'autant plus précis. Il est plus précis si L est grand. D'accord? Le pendule inversé, là, le gravimètre, que vous venez d'étudier juste avant, il ne fonctionne pas du tout pareil, parce que cette fois-ci, la masse, elle est vers le haut, comme ça. Et on a des oscillations qui se font comme ça, autour de la position verticale vers le haut. Et on maintient l'ensemble comme ça grâce au ressort spiral. La pulsation oméga 0, on a dit c'était C moins mgl sur m L carré en racine. D'accord? Là, vous allez pouvoir contrôler la période. Donc T0 c'est 2pi sur oméga 0, pareil. Et vous allez contrôler la période en contrôlant ce paramètre-là. Donc ce qui va vous permettre de faire un pendule plus petit. C'est-à-dire on va pouvoir prendre L petit. Mais on va quand même pouvoir avoir oméga 0. Ça c'est oméga. Petit aussi. En contrôlant la valeur de C. Et si oméga 0 est petit, bah la pseudo-période T0 va être... je vais pouvoir avoir une pseudo-période qui est très très grande. Okay, et c'est comme ça qu'on va réussir à faire des pendules inversés relativement précis. La valeur de la pseudo-période, vous permet de trouver G et donc de mesurer l'accélération de la pesanteur à l'endroit où vous êtes. C'est le principe du gravimètre. Ok? Et du coup, ça résolvait l'exercice 3. On passe au 4, sauf s'il y a des questions. C'est bon? Allez, exercice 4. C'était qui mon scribe pour l'exercice 4? Et ben allez-y Thibaut, c'est parti. Et vous êtes déjà présentateur, vous, je pense, hein, a priori. Ouais, normalement c'est bon. Alors pareil, je vais juste remettre l'énoncé pour qu'on les sous les yeux. Hop. Donc du coup c'est celui-là. Donc exercice 4, chute d'un arbre. Grand classique, exercice qu'il faut savoir faire et refaire et refaire. Donc le principe, c'est, vous avez un arbre qui tombe de sa base et qui s'écrase au sol, et il faut qu'on trouve le temps de chute. D'accord? Allez, du coup, allez-y Thibaut. Ouais. Alors du coup, voilà, normalement ça devrait s'afficher. Ouais, ouais, du coup, il faudra zoomer un petit peu peut-être sur le... Je sais pas si je peux zoomer moi. Ouais, c'est un petit peu. Du coup là j'ai fait un premier schéma avec du coup on a deux forces. R qui est du coup la force du sol sur le pied de l'arbre, qui est en haut, et le poids qui s'applique au centre de gravité, G, que j'ai placé ici en longueur L sur 2, vu que l'arbre fait de longueur L. Donc pour la question 1, on doit montrer que l'énergie cinétique, on doit trouver l'expression de l'énergie cinétique. Du coup on a un mouvement de rotation autour d'un axe fixe, qui est du coup Y. Y ici je ne l'ai pas marqué, mais il est dans la feuille. Et du coup on a vu dans le cours que si on avait dans ce cas-là précis, on avait EC qui valait cette valeur-là. Ouais. Du coup c'est bon pour la question 1. Alors juste une petite seconde, l'expression de EC là, c'est valable pour un solide en rotation autour d'un axe fixe. Ok? Et le J, il dépend de l'axe autour duquel vous tournez. Et vous voyez que dans l'énoncé, on vous donne l'expression de J. Vous devez jamais, c'est jamais à vous de la deviner cette expression. Allez-y, du coup reprenez. Voilà, du coup pour la question 2, on applique le théorème de l'énergie mécanique. Donc on a cette relation-là, sauf qu'on n'a aucune force non conservative, vu qu'il n'y a que le poids et la force R. Ouais. Du coup on a le delta M qui vaut 0, donc l'énergie mécanique se conserve. Alors précisez pourquoi R ne travaille pas, parce que ça c'est un point clé de l'exercice. Pourquoi R ne travaille pas Vous l'aviez dit tout à l'heure pendant la discussion. Oui, parce que O est fixe. Oui. On considère dans l'énoncé, c'est marqué que O est fixe, du coup la vitesse du point O est nulle en fait. Voilà, donc la puissance de R vaut 0. C'est ça. Du coup, après, pour trouver la relation, qui est la deuxième partie de la question 2,
on applique le théorème de l'énergie mécanique entre G et O'. Alors O', c'est le point qui est au milieu de l'arbre à t égale 0. Ouais. Donc à t égale 0, on nous dit qu'on a un angle θ0 qui est représenté ici. Et le point G, c'est à t égale t, enfin t quelconque, au centre de gravité de l'arbre. On applique le théorème de l'énergie mécanique entre ces deux points, et on a du coup ici l'expression de l'énergie cinétique qu'on avait retrouvée en haut. Là d'ailleurs il n'y a qu'un point, je ne sais pas si c'est... Si, c'est qu'un bon, point c'est ici. bon. Non, voilà, après là c'est l'énergie potentielle, donc là c'est juste projeté projeté comme il faut sur les axes, sur l'axe Z. Ouais. Et ici, on n'a pas d'énergie, là c'est que l'énergie potentielle et pas l'énergie cinétique parce qu'il n'y a pas de vitesse, on nous dit à t égale 0 il n'y a pas de vitesse. Du coup il ne nous reste plus que ça, le moins vient du moins ici. Et après en remettant tout comme il faut, on obtient la relation suivante. Voilà. Et pour du coup la question 3, faut que j'importe un nouveau... Waouh, ouais c'est bon. C'est bon. Ok. Du coup là pour la question 3 on repart de la relation précédente. Ouais. Et on remplace, on avait θ point carré, on le remplace par dθ dt au carré. Et après en remettant tout comme il faut, on obtient la relation finale qu'on voulait démontrer à la question 3. Ouais, donc là vous séparez les variables. Quand vous passez de dθ sur dt au carré à dθ sur dt, vous gardez que la solution positive. Ça vous dit que θ il est en train de tourner dans le sens direct. Hugo, O', ouais. C'est la position du centre de masse de votre arbre à l'instant t égale 0. D'accord? Et Étienne, vos commentaires, ils sont tous visibles, je vous ferai remarquer. Du coup, alors, donc là on a séparé les variables. Et après la dernière question pour trouver le temps de chute, il faut juste intégrer. Vous aviez eu le temps de le faire, ça ou pas? Non, mais du coup c'était la partie en informatique, c'est ça? Ouais, donc ça vous fera un petit exercice d'informatique. Alors je vous mettrai la correction sur le site. Le temps de chute, vous intégrez juste entre la condition initiale et la condition finale. À gauche, à droite, membre à membre, et vous en déduisez le temps de chute. D'accord? Ok. Vous devez trouver 5 secondes et des brouettes. Ok, merci. Exercice d'après, ça doit être le 5 du coup. C'était qui mon script pour le 5? Eh ben allez-y Tiffany, vous êtes présentateur déjà ou pas? Présentateur? Non, pas. Alors attendez, je vais vous y mettre. Allez-y, ça devrait être bon là. Et c'est où qu'on met le partage des fichiers? Alors en bas à droite, vous avez une petite fenêtre où il y a marqué partager du contenu juste à côté du chat où vous voyez tous les gens. Alors. Cliquez dessus et après vous devez voir partager les fichiers. Je vois pas trop où c'est. Tout en bas à droite de votre écran, il y a vous voyez la fenêtre de chat avec les bulles avec le nombre de messages. À côté, il y a le nombre de participants, vous devez voir. Encore à côté, il y a une espèce de carré là. D'accord. C'est bon? Oui. Il est en train d'importer le fichier. Ok. Alors du coup, je vais mettre l'énoncé le temps que ça importe, comme ça on va pouvoir être un peu plus efficace. Donc on est à l'exercice 5. Hop. Alors, principe d'un treuil. Donc dans cet exercice-là, vous avez 2 disques que je vais vous entourer là. Donc ici, là, un petit disque qui est solidaire d'un grand disque. Et vous allez essayer de lever cette masse en utilisant le fait que le grand disque est plus grand que le petit. D'accord? Et le but de l'exercice, c'est de montrer qu'une masse qu'on n'arrive pas à lever à la main, et ben on va arriver à la lever avec un treuil. On peut comprendre l'intérêt du treuil. C'est bon, Tiffany, vous êtes prête? Oui. Eh ben allez-y. Les disques sont solidaires, Etienne, oui. Allez-y, c'est parti. Vous pouvez prendre la main normalement et mettre votre fichier. Ok, c'est bon. Okay. Donc la première question, c'était de savoir si la force F elle était suffisante pour soulever directement la masse. Donc on a fait d'abord un système où il n'y avait que la masse M, ouais. Donc un référentiel terrestre supposé galiléen, et avec les forces du poids et la force F. Et donc
pour mettre en mouvement la masse vers le haut, il faudrait que la résultante elle soit aussi vers le haut. Donc on a calculé à chaque fois la norme des forces. Donc pour le poids, c'est mg et c'était égal à 10 newtons. Et pour la force F, c'était de 8 newtons. Donc vu que la norme du poids était supérieure à la norme de F, la force elle ne sera pas suffisante pour soulever la masse directement. Ok. Et donc ensuite à la question 2, donc on nous demande de savoir si la masse se soulève-t-elle lorsqu'on utilise le treuil. Donc on a fait un nouveau système où on a pris en compte la masse M, le treuil et les filins. Ouais. Et dans un référentiel terrestre aux égaliens. Et ensuite on a refait un bilan des actions extérieures avec la force F, le poids de la masse M et aussi le poids du treuil, ainsi que la liaison pivot. Attends, je vous arrête juste une seconde là-dessus. Donc là, dans cet exercice, il faut décomposer le poids en deux termes, le poids de la petite masse qui est en bas et le poids du treuil. Il ne faut surtout pas essayer de chercher le centre de masse du système global. Parce que si vous cherchez le centre de masse du système global, là, vous allez vous lancer dans des calculs impossibles. Alors que décomposer en deux parties, c'est beaucoup plus simple. Allez-y, reprenez du coup. Et donc du coup, on a calculé à chaque fois la norme du moment pour chaque force. Donc pour la force F, c'était le rayon R2 fois au grand F. Et donc ça faisait 0,64 Nm. Ensuite, on a fait la même chose pour le poids de la petite masse M avec le rayon donc R1. Ouais. Et on a eu 0,5 Nm. Et pour la liaison pivot, on a considéré que c'était une liaison idéale et que le moment de la liaison sera égal à 0. Ok. Et pour le poids du treuil, vu qu'on calcule à chaque fois le moment par rapport au centre O, on s'est dit que vu que le poids il s'exerce au centre O, qu'il n'allait pas avoir de moment pour le poids du treuil. Ouais, il n'y a pas de droite d'action. D'accord. Là, vous pouvez même raisonner directement avec tous les moments par rapport à l'axe de rotation, en fait. C'est même pas la peine de partir du point, privilégier l'axe quand vous avez un axe de rotation qui est défini. Ok. Et donc, du coup, on s'est dit que le poids, il contribue à une rotation dans le sens trigonométrique, alors que la force F, elle contribue à une rotation dans le sens horaire. Et donc, on s'est dit que la rotation, elle s'effectuera dans le sens de la force qui a un moment de la norme plus grande. Ouais. Donc, ici, c'était F. Et que la masse, donc, elle se soulève bien en utilisant le treuil. Ok. C'est bon. Allez, troisième question. Allez-y. Donc, la question 3, c'était déjà de calculer l'énergie potentielle. Donc l'énergie potentielle, c'est égal à mgh. Donc ici, la masse était de 1 kg. Ici, g, c'était de 10 et h, c'était de 1 mètre. Donc on a trouvé 10 joules. D'accord, donc ça, c'est pour lever la masse de 1 mètre. Donc il faut apporter 10 joules pour lever la masse de 1 mètre. Et donc il demande aussi de savoir quel est le travail effectué par l'opérateur durant cette phase. Donc on a fait un petit schéma où donc il y a la masse qui est soulevée de 1 mètre. Et la longueur 1 mètre, elle peut se retrouver avec le petit rayon qui est en orange, ouais, qui correspond à R1 fois l'angle θ, l'angle lequel le treuil a tourné. Et donc on voulait chercher la longueur L2 qui est en bleu, qui est égale au rayon R2 fois l'angle θ. Ouais. Donc il fallait chercher l'angle θ. Et pour cela, on sait que R1 fois θ, donc la longueur orange, c'était égal à 1 mètre. Donc on a isolé θ et ensuite on a réinjecté θ dans L2 et on trouve que L2 c'est égal à R2 sur R1. Donc l'application numérique c'était de 1,6 mètres et on a calculé donc le travail qui est égal à la norme de la force F fois L2 et on a trouvé 12,8 watts. Ah, c'est des joules. Attention, c'est un travail, donc c'est des joules. Et deuxième remarque, le L2, c'est R2 sur R1 fois le 1 mètre. Donc il ne faut pas oublier le fois 1 mètre, sinon on a l'impression que c'est pas homogène. 12,8 joules, ok. Alors pourquoi les deux ne sont pas égaux? On n'a pas répondu à cette question. Alors je réponds à cette question pour vous. Donc les deux, en fait, l'opérateur il tire. Le travail c'est en joules, oui. Oui, le travail il est en joules. Donc l'opérateur il apporte une certaine quantité d'énergie, il apporte 12,8 joules. Ces 12,8 joules, il y en a 10 qui servent à lever la masse et il reste 2,8 joules. Ces 2,8 joules, ils sont convertis en quoi? Ils sont juste convertis en énergie cinétique. Pourquoi? Parce que l'énergie que vous apportez, elle ne sert pas que à lever la masse, elle sert aussi à faire tourner le treuil. Donc il y a aussi une contribution d'énergie cinétique. Et donc pour répondre à la question finale, quelle est la vitesse finale? Il faut dire, ok, j'ai 2,8 joules d'énergie cinétique pour tout le système.
Et il reste à exprimer l'énergie cinétique de tout le système, qui va s'écrire 1 demi de mv carré pour la masse qui est en bas, plus 1 demi de j θ point carré pour le treuil lui-même. Et en exploitant ça, vous devez pouvoir trouver la vitesse finale. Voilà, ça c'était l'exercice 5, si je dis pas de bêtises. Et s'il n'y a pas de questions, on passe au 6. C'est bon? Ok, merci Tiffany. Alors exercice 6, du coup, le script, c'est qui? C'est moi. Eh ben, vous êtes déjà présentateur, Léo, donc je pense que vous pouvez y aller directement. Je passe juste l'énoncé, pareil, comme tout à l'heure. Vous laissez juste mettre l'énoncé. Et après, vous importez votre fichier à vous. Alors, tac. Alors, dans l'exercice 6, le principe de l'embrayage. Donc, on va considérer un premier disque qui va tourner autour d'un axe. Et puis, on va venir coller un deuxième disque. Et on va regarder ce qui se passe quand on colle le deuxième disque sur le premier. On va regarder ce qui se passe du point de vue des deux disques. Puis après, ce qui se passe du point de vue de chaque disque. Allez-y, Léo. Quand vous êtes prêt, vous pouvez y aller. Alors du coup, la question, il fallait montrer que la vitesse du premier disque était constante quand il était tout seul. Ouais. Donc le système, c'est le disque. Donc bilan des actions mécaniques, il subit le poids et les actions du bâti. Ok. Qui ont un moment nul sur l'axe delta. Ok. Du coup, vu que le disque ne subit aucun moment selon l'axe delta, la dérivée du moment cinétique selon cet axe est constante. Et nul. Enfin, est nulle. Ouais. Et donc, du coup, le moment cinétique est constant. Donc, on a J1 oméga qui est égal à une constante. Et comme J1 est constant lui aussi, oméga est constant. Ok. D'accord. Donc, oméga égale oméga 0, donc la vitesse initiale. Alors, petite remarque sur le fait que les deux moments soient nuls. Le moment du poids est nul parce que la force, enfin la droite d'action du poids coupe l'axe. Et le moment des actions du bâti est nul parce que la liaison pivot est supposée idéale. D'accord? Donc ça, c'est de façon très générale en physique. Si vous n'avez aucune information sur la liaison, vous la supposez idéale. C'est un peu comme avec les forces de frottement. Si on ne vous en parle pas, c'est qu'il n'y en a pas. Ok, question 2. Après, donc, on considère donc, cette fois-ci non pas un disque, mais deux disques. Avec le premier disque donc, à la vitesse oméga 0. Et les disques donc, qui sont en embrayage, donc qui frottent. Ouais. Donc on considère donc le système formé par les deux disques et on l'isole. Donc il subit le poids et les actions du bâti. Ouais. Donc on a le moment selon l'axe delta qui est encore une fois nul. Donc le moment cinétique selon delta est constant. Ouais. Et cette fois-ci, c'est le moment, le moment global. Hein. Le moment global. Donc le moment cinétique global, c'est égal à la somme des deux moments cinétiques de chaque disque pris séparément. Ouais. Et donc c'est égal à J1 oméga 1 plus J2 oméga 2. Ouais. Et c'est aussi égal à J1 oméga 0 parce que au début, à l'instant initial, donc, le disque 2 a une vitesse de rotation nulle alors que le disque 1 il a une vitesse de rotation oméga 0. Ok. Et donc du coup, quand les deux disques ont la même vitesse oméga, donc on a oméga qui est égal, enfin oméga fois G1 plus J2 qui est égal à G1 enfin G1 fois oméga 0. Et donc oméga c'est égal à G1 oméga 0 sur la somme des deux moments d'inertie. Ça marche. Donc ça, c'est la vitesse finale prévue par la conservation du moment cinétique. Petite remarque au passage, on n'a pas pris en compte l'action du premier disque sur le deuxième, ni l'action du deuxième sur le premier. Pourquoi? Parce que le système, c'est les deux disques ensemble, et que ça, ce sont des actions intérieures. Et dans le théorème, il n'y a que les actions extérieures qui rentrent en compte. Ok, question d'après. Donc la question 3, donc il fallait calculer donc, l'énergie cinétique. Ouais. Donc l'énergie cinétique du système, c'est 1,5 fois le moment d'inertie totale fois la vitesse de rotation au carré. Ouais, ça c'est bon. Donc après on remplace la vitesse de rotation par l'expression qu'on a trouvée avant et donc on trouve que c'est égal à J1 fois oméga 0 le tout au carré. Ouais. Sur 2 fois J1 plus J2.
Alors là, on peut aller un tout petit peu plus loin dans cette question. On peut comparer cette énergie cinétique à l'énergie de départ. Et vous pouvez montrer qu'elle est plus faible. Donc pourquoi est-ce qu'elle est plus faible? Parce que cette fois-ci, les actions intérieures, elles ont quand même un rôle. Elles font que les deux disques ils vont se mettre en mouvement l'un avec l'autre. Donc elles servent quand même à quelque chose. Et en l'occurrence, elles dissipent une partie de l'énergie. Donc l'énergie cinétique finale, elle est un peu plus faible que l'énergie initiale. Ça, il suffit de regarder le terme que vous avez obtenu. Par le calcul, vous pouvez montrer que c'est inférieur à l'énergie de départ. D'accord. Donc ça, c'était juste pour illustrer le fait que les actions intérieures, elles contribuent au bilan énergétique, mais elles ne contribuent pas au théorème du moment cinétique. Alors, question 4. Maintenant, on regarde disque par disque. Donc la question 4, il fallait déterminer la vitesse du disque 2 en fonction du temps. Ouais. Donc on isole le disque 2. Donc il subit qu'un seul moment non nul, donc causé donc, par la friction avec le premier disque, donc qui est égal à gamma. Ouais. Donc du coup la variation du moment cinétique est égale à gamma. Et donc en intégrant, on a le moment cinétique qui est égal à gamma fois t plus une constante, avec la constante qui est égale à 0 avec les conditions initiales. Ok. Alors là, le moment, c'est plus gamma, parce que le deuxième disque, il est mis en mouvement par le premier. Donc il subit un couple qui est un couple moteur. D'accord? Après, on fait pareil pour le deuxième système. Il aura un moment négatif parce qu'il est freiné par le deuxième disque. Voilà. Donc du coup, après, une fois qu'on a intégré, on isole oméga 2 de t, et donc c'est égal à gamma t sur G2. Ok. La question suivante, on fait pareil, mais pour déterminer oméga 1 de t. Ouais. Donc cette fois-ci, la variation du moment cinétique du disque 1, c'est égal à moins gamma. Ouais. Donc le moment cinétique, c'est égal à moins gamma t plus une constante. Et donc avec les conditions initiales, on trouve que la constante est égale à J1 fois oméga 0. Et donc du coup, ça nous donne une vitesse de rotation oméga 1 de t qui est égale à moins gamma t plus J1 oméga 0, le tout sur J1. Ouais, ça c'est bon. Ce qui peut se simplifier avec moins gamma t sur J1 plus oméga 0. Ok. Donc ça, c'est les deux équations d'évolution des vitesses angulaires de chaque disque. Vous avez eu le temps de faire la question 6 ou pas? Oui, j'ai eu le temps. Allez-y, montrez-moi. Donc, Ouais. pour la question 6, donc, on a le régime transitoire donc, qui se termine si les deux vitesses elles sont égales. Parce que si elles sont égales, donc il n'y a plus de frottement. Ouais. Donc il n'y a plus de frottement, donc il n'y a plus de couple gamma. Allez-y Léo, finissez. Désolé, j'étais déconnecté. C'est pas grave. Allez-y. Du coup, j'en étais. Donc, du coup, on pose l'égalité oméga 1 égale oméga 2. Ouais. Et donc on essaye d'isoler donc l'instant à laquelle l'égalité va se produire, donc que j'ai appelé taux. Et donc taux, ça va être égal à oméga 0 sur gamma fois la somme des inverses des moments d'inertie. D'accord. Donc du coup, si l'embrayage s'use, on a gamma qui va diminuer, donc Ouais. taux qui va augmenter, et donc les vitesses angulaires vont mettre plus de temps à s'égaliser. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que l'embrayage, il patine. Ok? Ok, très bien, merci.